Je crois que c'était jusqu'à 40 déjà, parce que j'avais... Monsieur le Président, pour la parole. Docteur Badoka, je te félicite pour ce travail. C'est un travail qui est limpide à lire, bien qu'il y a quand même quelques petites fautes d'orthographe. Donc pour la forme, il y a des petites fautes d'orthographe, surtout au début, le remerciement, le résumé, dans le résultat aussi, il y a pas mal de petites fautes. Mais sinon, le travail est limpide et facile à lire. Bon, je trouve que le résumé n'est pas très clair. D'abord, je crois qu'il a plus de 250 mots, il me paraît un peu plus long. Déjà dès l'introduction, le résumé me semble un peu plus long. Et je pense qu'à la faculté, il y a un document sur la rédaction des travaux de mémoire, TFE, TFC, TFE, mémoire et thèse. Et là, on montre comment présenter les références. Toujours pour la forme, je trouve que tu as trop de répétitions des phrases, surtout à l'introduction. Le premier et le deuxième paragraphe, c'est pratiquement une répétition de ce que tu as mis à la page 1. La prise en charge du rétinoblastome et également qui nous montre l'apport de la collaboration. Mais ce qui m'a un peu étonné, c'est que dans ton résumé, dans la conclusion de ton résumé, tu dis que la collaboration entre la GEPA, on voit nettement qu'il y a eu une amélioration. C'est un début, mais peut-être que si cette collaboration continue, l'amélioration sera un peu plus importante. Alors, dans le fond du travail, je trouve que la méthodologie est vraiment bien claire. On sait suivre comment tu as effectué le travail. Quels sont les signes, les principaux signes que le public qui est ici doit retenir de cette maladie et comment arriver rapidement au diagnostic. Il y a des coins dans le pays où il n'y a pas d'ophtalmologue. Comment est-ce que nos collègues médecins qui sont dans les provinces peuvent rapidement, parce qu'il faut insister sur le diagnostic il doit être précoce. Donc tu peux nous donner les signes, et j'aimerais que ce soit 2 signes principaux qui peuvent nous aider à reconnaître facilement le rétinoblastome. Merci beaucoup, professeur Madinga. Par rapport aux observations, les rétinoblastomes trilatérales. On a 2 types de rétinoblastomes, unilatéral ou bilatéral. Mais pour les enfants qui ont un rétinoblastome bilatéral, on peut trouver une 3e localisation de la tumeur en dehors de l'orbite. Ça peut se retrouver au niveau du cerveau. Et là, ce sont les scanners ou l'IRM qui peuvent vous montrer l'emplacement, donc la localisation extra-orbitaire de ces tumeurs. Et dans notre cas d'espèce, comme on n'avait pas réalisé beaucoup de ces bilans, pour les enfants qui ont réalisé, on a pu quand même trouver 3 cas de rétinoblastome trilatéral. Comme c'était une étude documentaire, on a trouvé ces résultats dans les 2 situations. Voilà. Par rapport pourquoi les analyses histopathologiques n'étaient pas réalisées chez tous les enfants, je pense que je l'ai dit en passant que notre collaboration avec le groupe franco-africain n'était qu'une collaboration technique. Donc, il a formé le personnel, il a apporté par moment les médicaments et il nous a proposé des protocoles. Mais ce n'était pas une coopération financière. C'est que si quelques parents, les enfants ont pu réaliser ce bilan, c'est parce que les parents ont payé. Il y avait les tarifs allégés, mais comme vous connaissez, ce n'est pas tout parent qui a mesure de payer même 30 000 francs pour un bilan. Voilà. Pour les 2 questions, les signes cliniques frappants, c'est que, comme j'avais dit dans le texte, que le rétinoblastome, c'est une tumeur exemplaire car les diagnostics peuvent être posés, les signes sont facilement détectables par les parents. Et le premier signe, c'est la leucocorie.
donc une tache blanche au niveau de l'aile de l'enfant. Vous observez votre enfant, vous voyez une tache blanche comme les chats, l'aile des chats. Ça, c'est le premier signe. Et le deuxième signe, c'est le strabisme. Quand vous avez votre enfant qui louche un peu, normalement, il faut l'amener chez l'ophtalmologue pour faire un fond d'œil pour vous dire non, ça c'est physiologique ou bien ça c'est le début de la maladie. Voilà. Et pour les médecins qui sont loin de Kinshasa, là où il n'y a pas d'ophtalmologue, normalement, quand vous voyez cette tache blanchâtre au niveau de l'aile de l'enfant, parfois, c'est difficile de constater ça. Mais ce que nous pouvons faire, vous prenez l'enfant, la photo, avec le flash de votre téléphone. Et là, si ce n'était pas visible, déjà avec ça, vous pouvez bien visualiser la photo avec cette tache-là au niveau de l'œil. Mais il faut envoyer cet enfant-là auprès d'un ophtalmologue pour qu'il puisse faire les fonds d'œil. Parce que, comme on avait dit, c'est un diagnostic qui est posé d'abord par l'ophtalmologue et l'équipe d'anapathie est là pour confirmer le diagnostic. Je vois dans le fond ce qui se passe en fait de guerre, la tache blanche. Et c'est vraiment. Ça veut dire que c'est la présence d'une autre tumeur en dehors de l'exploration de la vitesse, elle est ici. La présentation, Monsieur le Président, vous l'avez dit. Et il a fini ses études de médecine à l'université de Louvain. C'était en 2010. J'ai eu la chance d'être à Isiro 2007-2008, il y a 14 ans. J'ai lui donné le cours de pédiatrie à Isiro. Et nous l'avons interrogé. Nous avons été membres de ce jury. Il faut avouer qu'il était parmi les très bons de sa promotion. Et le docteur dire de lui, mais tout le monde s'accorde à reconnaître que c'est un très bon clinicien. C'est un très bon clinicien. Et ça nous rassure, parce que nous avons palpé les réalités du coin où le Dr Jérôme a presté, à Isiro. Il y a des raisons, non, et nous sommes sûrs que le Dr Matoka pourra apporter un plus dans les soins, n'est-ce pas, des enfants à Isiro, pourquoi pas dans les autres provinces environnantes, à Kisangani aussi, je pense, et tout ça. Les services d'hémato-oncologie qui ont collaboré depuis 2013 avec ses partenaires GFAOP a décidé de s'arrêter un moment et de faire un état des lieux, ce qui est très intéressant, pour évaluer les forces, les faiblesses, les acquis de cette collaboration et voir comment réorienter les collaborations futures avec d'autres partenaires qui pointent déjà, je pense qu'ils se pointent déjà bientôt là, je pense. Ils ont quelques partenaires qui ne peuvent pas pouvoir insister davantage par rapport à la collaboration. Monsieur le Président, vous allez remarquer que ce travail à la rédaction pose problème. La rédaction pose problème. Et nous connaissons la rigueur du service où ce travail a été réalisé. Nous connaissons la rigueur des encadreurs du docteur. Et ici, j'imagine que les services et les encadreurs ont bien voulu soumettre le docteur Matoka à un exercice. L'exercice d'écrire lui-même, parce que les encadreurs pouvaient bien écrire et tout serait parfait. Alors, la deuxième question, c'est, tu sais, les diagnostics différentiels des rétinoblastomes, n'est-ce pas? C'est basé sur un signe majeur. C'est quoi les signes? C'est la leucocorie. Très bien. Alors, tu peux nous donner les diagnostics différentiels des rétinoblastomes en s'appuyant sur la leucocorie. Ok? Alors, bon, les autres questions, ça va, on va discuter. Voilà les deux questions. Nous allons en tenir compte. Et par rapport à la question, quelle est la place de la génétique dans les diagnostics et la prise en charge des rétinoblastomes?
je l'ai dit dans la présentation, que le rétinoblastome est parmi les tumeurs où l'origine génétique était déjà clairement établie. Et la génétique nous aide à suivre. D'ailleurs, je dirais en Europe, si le taux du décès est presque nul, parce que la survie atteint 100% dans certains pays, c'est parce que grâce à la génétique, on sait déjà détecter des enfants qui sont prédisposés et commencer à rechercher les signes infracliniques de rétinoblastome avant que les signes n'apparaissent comme les découpes. Mais qu'est-ce qu'on génétique? En génétique, c'est quoi les liens avec? En génétique, on recherche l'absence du gène protecteur contre les cancers. Et ces gènes-là, ça s'appelle les gènes RB1. Si un enfant a une mutation de ces gènes-là, ou bien si l'enfant est né dans une famille où il y a déjà eu de personnes avec mutation de ces gènes, ce sont des enfants qu'on suit déjà dès la naissance. Et c'est ce qui permet, c'est que pour certains, les diagnostics est encore au stade infraclinique et le traitement est facile. La guérison est presque à 100%. Le diagnostic différentiel de rétinoblastome s'est fait avec beaucoup d'autres pathologies ophtalmologiques qui présentent le fond d'œil et qui présentent une leucophorie au fond d'œil. Nous citons par exemple la maladie des Cox, qui est vraiment une maladie identique au rétinoblastome sur le plan fond d'œil et sur le plan clinique. La seule différence, c'est que quand on fait l'échographie, pour le rétinoblastome, dans beaucoup de cas, on retrouve la présence d'une calcification intratumorale. Mais quand vous avez l'absence de calcification intratumorale, ça vous oriente beaucoup plus vers la maladie. Mais en clinique, nous avons des rhabdomyosarcomes de l'œil qui vous donnent des tableaux de site. Oui, des rhabdomyosarcomes. On a des lymphomes oculaires, des muscles orbitaires qui vous donnent aussi une exophthalmie et qu'on peut confondre avec le rétinoblastome. Mais il y a tant d'autres aussi pathologies. De protecteur contre les cancers. Donc c'est un gène qui protège le malade ou la personne afin qu'il ne présente pas les cancers. J'ai le plaisir de vous dire que le docteur Badouka ici présent a passé un très bon séjour dans le département de pédiatrie. Le docteur Badouka, c'est le type d'un bon élève. Le docteur Badouka est venu à Kinshasa pour apprendre la pédiatrie. Et quand on apprend, on est humble, on pose des questions, on respecte ses maîtres, et le docteur Badouka est de ce genre-là. Le docteur Badouka, pour ça, je vous dis très bien. Le savoir, non seulement le savoir-faire, mais également le savoir-vivre. Le docteur Badouka est parmi les gens qui savent vivre avec les gens. Le savoir-vivre supplée aux besoins. Et donc, le docteur Badouka sur le plan humain, c'était un excellent élève. Il n'est pas venu chercher la plus grande distinction, il est venu chercher le savoir. Il est venu chercher, n'est-ce pas, la pédiatrie. Il n'est pas venu chercher un diplôme avec un grade la plus grande distinction. Il est venu apprendre pour qu'il puisse aller à Siro rayonner, n'est-ce pas, donner la pédiatrie telle que nous la concevons ici. Quand tu seras là, docteur Badouka, tu pourras compter sur tes lettres, tu peux écrire, tu peux téléphoner, nous te souviendrons aussi. Et c'est ça ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Parce que dans tout l'intérieur du pays ici, vous allez à Lipit ici, il n'y a pas de pédiatre. Vous allez à Kanama, il n'y a pas de pédiatre. Tout le monde se concentre ici. Parce que bon, et donc certainement ici,
tu vas être le bienvenu. Et je t'encourage à entrer dans le matin. Si tu m'invites, Dr Badoka, je viendrai. La médecine spéciale. Maintenant, le cancer de l'enfant, vous le savez, ce n'est pas un cancer adulte. Le cancer de l'enfant est bien différent du cancer adulte par deux faits majeurs. Premièrement, ce sont des cancers extrêmement agressifs. Donc, ils vont se développer rapidement. Parce que le cancer de la prostate, mon cher ami, peut vivre 5 ans, 10 ans avant la mort. Mais lorsque vous avez un adénoblastome, rapidement, ça va se développer et vous voyez l'œil qui va ressortir. Ça, c'est la première chose. Donc, ce sont des cancers extrêmement agressifs. Mais heureusement, que le Seigneur sait quelque chose, ce sont des cancers curables, guérissables, surtout lorsque nous les appréhendons au début. Mais pourquoi le rétinoblastome? Le rétinoblastome, parce que c'est le cancer le plus guérissable si nous avions une structure bien cohérente, bien bonne. Malheureusement pour nous, nous n'avons pas les moyens de pouvoir faire une détection précoce. Nous n'avons pas moyen de rayonner à l'intérieur pour apprendre aux jeunes médecins ce que c'est un rétinoblastome. Et malheureusement également pour nous, parfois les parents ne nous comprennent pas. Je vous donne un exemple. Il y a des structures qui peuvent nous aider à pouvoir combattre cette maladie, curable s'il vous plaît, chez les enfants. Et le rétinoblastome est un exemple de cette affaire. Nous pouvons même, lorsque nous appréhendons, lorsque nous posons le diagnostic précoce, nous pouvons même conserver l'œil. Parce que nous avons eu une collaboration avec la GFAOP. À un certain moment, nous avons décidé de nous arrêter pour voir ce que nous avons fait si c'était bon. Nous constatons que c'est bien, mais c'est complètement insuffisant, même je dirais insignifiant, 17%. D'aucuns diraient c'est un échec, mais pour nous c'est quelque chose. Parce qu'avant que cette collaboration ne soit établie, nous parler non seulement aujourd'hui, mais également à l'Assemblée, pour que nous puissions faire quelque chose pour les enfants de la République démocratique du Congo. Car il n'y a pas seulement le rétinoblastome, nous avons beaucoup d'autres cancers des enfants, notamment les leucémies, notamment les lymphomes, notamment les neuroblastomes, les nephroblastomes, etc. Bref, je ne voudrais pas m'étendre dessus. Docteur Badoka, pour moi, très bien. Tu rentreras à l'ICO et tu diras Jambo à Ça s'appelle une thèse des spécialisations, c'est déjà très profond. D'ailleurs, après ceci, si vous voulez encore faire le travail plus loin dans votre troisième site dans lequel vous êtes, c'est là justement, le professeur a fait allusion au fait que vous serez à Kisangani, dans les coins où il n'y a pratiquement personne, et que donc vous devez continuer à avoir la lumière la plus forte possible pour éclairer aux environs de vous. Et que nous souhaitons ici continuer avec toutes les perspectives auxquelles vous avez fait allusion tantôt. Je vais intervenir en dernier lieu en relayant pratiquement le professeur qui vient dire à propos de l'oncologie pédiatrique. Donc, pour le sein chez la femme, pour le col, avec des possibilités aussi de guérison à 90% si le diagnostic est posé et toujours arriver tardif. Je montre que tout ce que vous avez eu là, comme résultat, notamment en rémission neuve pour le moment, et l'amélioration dans pas mal d'autres secteurs, les livres que vous avez examinés, est-ce que nous pouvons le mettre seulement au fait de la coopération franco-africaine pendant cette période de la société franco-africaine d'oncologie pédiatrique. Est-ce que nous pouvons mettre, est-ce qu'il n'y a pas peut-être des facteurs plus loin, malgré la situation, par exemple, les spécialistes qui ne sont pas partis là-bas, mais qui ont eu des formations pendant tout ce temps-là également,
Je note aussi que depuis 2008 à 2013, c'est une période économiquement faible par rapport à la période suivante, 2014-2019. C'est aussi la période où nous avons eu les M23, c'était en 2013 encore, 2012-2013, et juste avant 2008, les effets des Kundabattoir et l'autre là, la rébellion de Je retiens les observations. L'équipe va en tenir compte dans la rédaction du travail définitif à déposer à la faculté. Par rapport à vos questions, est-ce que les améliorations que nous avons observées, c'est mal lié au GFAOP ou bien il y a aussi l'effort local? À ça, je ne sais pas si c'est ça la question. À ça, je répondrai en disant, j'ai parlé de la collaboration groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique d'une part et les CIK, l'hôpital d'autre part. L'hôpital a disponibilisé les médecins pour être formés, c'est ça sa part, a donné une structure de la prise en charge, a même diminué les tarifs pour les enfants atteints de cancer en général et de rétinoblastom en particulier. Il a organisé des rencontres entre plusieurs spécialistes d'autres domaines, les anatomopathologistes, les ophtalmologues, les biologistes, pour améliorer la prise en charge. Je dirais qu'il y a aussi l'effort local des CIK, associé à l'effort du groupe franco-africain, ça nous a donné ce que ça nous a donné. Deuxièmement, les protocoles. La fois passée, il y avait déjà des protocoles des SIOP, Société internationale d'oncologie pédiatrique, mais avec des molécules qu'on avait parfois difficiles à retrouver chez nous. Alors, c'était presque pas d'application. Pardon? Oui, les schémas que j'ai retrouvés, c'était des schémas vagues. Alors, ça a donné ce que ça a donné. On n'avait presque pas de survivants. Avec l'avènement du GFAOP, ils nous ont amené un protocole adapté aux pays pauvres ou bien aux pays à revenus intermédiaires. Et c'est grâce à ces protocoles qui utilisent 5 molécules, 2 en préopératoire et 3 en post-opératoire, ce que j'ai appelé un protocole codifié de la GFAOP, et c'est ce qui nous a permis aussi d'avoir les résultats que nous avons, Monsieur le Président. Par rapport à la sensibilisation, c'est vrai que dans beaucoup de pays, la sensibilisation a aidé pour avoir de très bons résultats. Ici chez nous, la sensibilisation a commencé. Mais, Monsieur le Président, je vous dis que cette sensibilisation demande des moyens. Parce que pour faire des minutes à la télévision nationale, il faut avoir $250. Alors, on a quand même commencé, le professeur Ndiou, qui est le chef de service, le fait à chaque fois qu'on a l'occasion, mais ce n'est pas suffisant. Ça n'atteint pas toute la population guinoise, sans parler du sirop chinois, là où on n'a pas le L'Université de Kinshasa et de sa faculté de médecine, un jury chargé d'examiner la fin de l'exécution des épreuves de spécialisation pour le candidat Bado Kakano en pédiatrie, va proclamer donc les résultats. Nous, président, secrétaire et membre du jury proposé par le conseil des facultés de médecine et chargé par le recteur de l'Université de Kinshasa de procéder à l'organisation des épreuves de fin de spécialisation en médecine, présenté par le docteur Jérôme Badoka Kano en vue de l'obtention du titre de médecin spécialiste en pédiatrie, attendu que le docteur Jérôme Badoka Kano, né à Isiro le 24 janvier 1979, est porteur d'un diplôme de docteur en médecine délivré par l'Université de Douai. Attendu que le docteur Jérôme Badoka Kano,
a rempli la fonction de médecin assistant aux cliniques universitaires de Kinshasa. Attendu que le docteur Jérôme Badoka Kano a publiquement défendu le mémoire de spécialisation intitulé « Prise en charge du rétinoblastome au CIK, expérience et la collaboration avec le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique ». Attendu que ce mémoire a été jugé acceptable par le jury pour son dépôt à la bibliothèque de la faculté. Attendu que le docteur Jérôme Badoka Kano a rempli les conditions précisées par la faculté et que les chefs des services intéressés se sont déclarés satisfaits à tout point de vue scientifique et éthique des prestations du docteur Jérôme Badoka Kano, déclarons le docteur Jérôme Badoka Kano spécialiste en pédiatrie avec la mention distinction. Le président du jury, Dr. Chirimani Raphaël, avec les félicitations.